raconte. Christophe Andelatte. Voici l'une des plus grandes affaires criminelles belges du 19e siècle. L'enquête sur le meurtre en 1882 à Bruxelles de l'avocat Guillaume Bernet. Vous allez halluciner quant aux moyens mis au service de cette enquête. Un record pour l'époque. Et tout ça, juste pour une histoire de fesses. Cette histoire, je la tire d'un livre qui s'appelle 159 rue de la Loi, signé Yvan Van Ham aux éditions ATM. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Andelatte. Marie, il est 8 heures du soir et mon mari n'est pas rentré. Vous l'avez vu partir ce matin, n'est-ce pas? Ah, pour sûr, madame. Et vous a-t-il dit à quelle heure il comptait rentrer? Il m'a dit en fin d'après-midi, madame. En fin d'après-midi. Bien, je vous remercie, Marie. Le mari en question s'appelle Guillaume Bernet et il est avocat. Nous sommes le samedi 7 janvier 1882 à Anvers en Belgique. Et aujourd'hui, maître Bernet avait rendez-vous avec un client à Bruxelles. Et donc il n'est pas rentré et son épouse Julie est inquiète. Enfin, un peu, parce que le couple bat de l'aile depuis longtemps. Ça fait des années que Guillaume et Julie ne se sont plus adressé la parole. Ils sont mari et femme pour les apparences. Mais pour les apparences, justement, il serait bien qu'ils rentrent. Édouard, mon chéri, avez-vous vu votre père partir ce matin? Oui, mère, je l'ai vu, pourquoi? Vous a-t-il dit quelque chose? Il m'a souhaité bonne journée. Il m'a dit à ce soir. Je suis inquiète, Édouard. Votre père n'est pas rentré. Puisqu'il est à Bruxelles, mère, peut-être est-il allé dîner chez grand-père et grand-mère. Vous avez raison, Édouard, c'est possible. C'est possible qu'il l'ait décidé au dernier moment. Et dans ce cas, il rentrera par le dernier train. Sans doute. Mais le matin, il n'est pas dans sa chambre. Mère, nous devrions envoyer un télégramme à grand-père pour savoir s'il s'est rendu chez eux hier soir. Édouard le fils se rend donc à la poste. Avez-vous reçu la visite de père Édouard? Le grand-père répond dans la journée. Cher Édouard, nous ne l'avons pas vu. Trois jours se sont écoulés depuis la disparition de Guillaume Bernet. Et voilà qu'une lettre lui arrive chez lui à Anvers. Julie, sa femme, se dit, au vu de la situation, je l'ouvre. Mon cher ami, je vous demande de renoncer au projet fou que vous avez, d'aller chercher la mort au pays des sauvages et de la fièvre jaune. L'auteur de la lettre est un ami de Guillaume Bernet, le baron von Harden. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aller chercher la mort au pays des sauvages et de la fièvre jaune. Avait-il un projet de voyage dont il n'a pas parlé à sa femme? Julie décide d'aller confier tout ça à deux amis de son mari, deux avocats comme lui. Ma chère amie, je ne saurais trop vous conseiller de ne pas aller voir la police et de la tenir éloignée de tout cela pour l'instant. D'accord? À votre connaissance, avait-il des projets de voyage à l'étranger? J'ai là une lettre qu'il a reçue ce matin du baron von Harden. La voici, vous pouvez la lire. Alors, non, je ne savais rien de tout cela. En revanche, ce que je sais, c'est que Guillaume était très mélancolique ces derniers temps. Il était fragile, vous comprenez? Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas en parler à la police pour le moment.
Il sera toujours temps d'y aller plus tard. Quand l'ami avocat de Guillaume dit qu'il était mélancolique, il veut dire dépressif, peut-être suicidaire. Et comme il est par ailleurs très catholique et qu'il ne loupe pas une messe, un suicide, voyez-vous, ferait très mauvais genre. Les apparences, toujours les apparences. Pour tenter d'aider Julie, les deux amis avocats proposent d'aller fouiller le bureau de leur confrère. Ils épluchent sa correspondance, ses agendas, et ils n'y trouvent rien d'intéressant. Je vous ai dit que Guillaume Bernet était un catholique fervent. Vous devez savoir que c'est assez nouveau. Car en vérité, il est juif. Oui, il est israélite. Ce qui se porte assez mal par les temps qui courent. Et donc, il y a 4 ans, il s'est converti au catholicisme. Et là, pour le coup, pas pour les apparences. Il est devenu une vraie grenouille de bénitier. Et en France, à Paris, il a un confident, un confesseur, avec lequel il entretient une correspondance fournie, le curé de Saint-Étienne-du-Mont, l'abbé Perdureau. Julie lui envoie donc un télégramme. Le curé ne l'a pas vu non plus. Alors, foin des bons conseils des amis avocats, Julie décide d'alerter la police d'Anvers, laquelle prévient le procureur du roi. Et là, c'est parti. Et les amis avocats n'avaient pas tort. 2 jours plus tard, la nouvelle est dans le journal. L'avocat d'Anvers, Guillaume Bernet, a disparu. Ce qui intéresse les journalistes dans cette histoire, eh bien que c'est un juif converti. Ça les excite, ça. Vous voyez que c'est pas nouveau que les journalistes soient des rats des coups. 11 jours après la disparition de Guillaume, le procureur du roi reçoit une lettre en anglais, expédiée de Suisse. Elle est signée d'un certain Henri Vaughan. Maître Bernet et moi-même étions chez moi à parler de nos affaires. Et j'avais un pistolet dans un coin. Je suis allé pour remettre l'arme en place, et tandis que je la manipulais, et que le pauvre monsieur Bernet m'avait tourné le dos, le coup est parti tout seul, et il est tombé. Je croyais l'avoir seulement blessé, puis j'ai vu qu'il était mort. Ça alors, il serait donc mort, et par accident. Le procureur du roi d'Anvers envoie immédiatement un télégramme à son homologue de Bruxelles. Pourriez-vous vérifier si un certain Henri Vaughan habite bien à l'adresse qui m'a été indiquée, 159 rue de la Loi? Et faute de réponse, il finit par se rendre lui-même à Bruxelles. Et il va tout droit au 159 rue de la Loi. La maison est vide. Pas un meuble. Enfin, juste un bureau au fond du couloir. Rien d'autre. Et dans un coin, une masse sombre, le corps de Guillaume Bernet, les mains gantées sur ses genoux, avec un trou derrière l'oreille. Henri Vaughan n'a pas menti. En revanche, l'accident, le procureur n'y croit pas trop. De toute façon, ça ne le regarde plus. Guillaume Bernet est mort à Bruxelles. L'affaire est désormais dans les mains du procureur du roi de Bruxelles. Vu l'état de la décomposition du corps, nous n'allons pas pouvoir le transporter. Faites venir le médecin légiste ici. On met alors le cadavre sur la table de la cuisine et le légiste rend ses conclusions. Alors, nous avons une plaie et une contusion à la tempe droite.
produite par une arme à feu orientée vers la nuque. La victime est morte immédiatement. Il n'a fait aucun mouvement. Il faut maintenant, dardard, retrouver cet Henri Vaughan. Et le mieux pour l'instant est de partir de sa maison. Cette grande maison étrangement vide dans laquelle Guillaume est mort. Alors, chef, je me suis renseigné. Henri Vaughan ne louait cette maison que depuis très peu de temps. 2 semaines, figurez-vous. Le commissaire décide d'envoyer ses sbires à interroger les commerçants et les artisans du quartier. Et ce qu'il raconte est très très étonnant. Le marchand de poêle à charbon, notamment. Il lui fallait d'urgence un poêle. Il m'a dit qu'il le volait tout de suite. Alors je suis allé voir chez lui. Il n'y avait pas de meubles. Je me suis dit, mais pourquoi diable il veut un poêle dans une maison vide? Écoutez maintenant ce que dit le marchand de meubles. Il est venu chez moi pour meubler sa maison. Et finalement, il ne m'a acheté qu'un bureau. Étonnant, monsieur Vaughan. Et ça n'est pas fini. Il est aussi allé voir un tapissier. Je m'en rappelle bien. J'en ai pas eu souvent des clients comme lui, je peux vous dire. Il m'a commandé un tapis pour son escalier et il m'a demandé de s'arrêter à l'entresol. Et il m'a aussi commandé des rideaux, mais seulement, m'a-t-il dit, pour les fenêtres de la façade. Et vous lui avez demandé pourquoi? Il m'a dit qu'il devait recevoir un avocat d'Anvers et qu'il fallait donner l'impression que la maison était habitée. Ok, la maison n'était qu'un décor, une arnaque façon Disneyland, un piège tendu pour mettre Bernet en confiance. Dans sa lettre, Vaughan a dit qu'il serait sous peu en Belgique. Si nous voulons avoir une chance de l'arrêter lorsqu'il sera sur notre territoire, nous devons pouvoir compter sur la mobilisation de tout le royaume. Je vous propose donc de lancer un appel dans la presse. Un peu moins d'1 mois après la mort de Guillaume Bernet, un avis paraît donc dans le journal. Assassinat de monsieur l'avocat Guillaume Bernet. Une récompense de 25 000 francs est offerte à celui qui livrera à la justice ou fera découvrir l'auteur du crime. Et le même message est placardé en grand dans toutes les rues de Belgique. C'est du jamais vu. Une récompense et une telle profusion d'affiches. Et d'ailleurs, les Belges ne sont pas emballés par la démarche. Ce qu'ils nous proposent là, c'est de la délation. De la délation pure et simple. Et appeler le peuple à la délation, c'est proprement scandaleux. Et du coup, la boîte aux lettres du procureur regorge de lettres de protestation. En parallèle, le juge en charge de l'enquête continue de dérouler les grands moyens. Il envoie des commissions rogatoires dans le monde entier. Mais pourquoi diable tant d'énergie? Mystère. Cela dit, les retours sont très instructifs. Alors, chef, voilà donc un résumé de toutes les réponses qui nous sont parvenues. C'est un homme qui voyage beaucoup, ce monsieur Vaughan. Ces dernières années, il est passé par Londres, puis Amsterdam. Nous avons retrouvé sa trace à Hambourg, à Düsseldorf, à Brême, à Aix-la-Chapelle et à Cologne, ainsi qu'à Bâle, en Suisse, d'où il a donc posté sa lettre. Et savons-nous quand il est arrivé en Belgique? Oui, le 27 novembre de l'année dernière. Et où a-t-il séjourné? Au Grand Hôtel Britannique. J'ai vérifié sur le registre. Et il a attendu presque 1 an pour louer une maison? Oui, enfin pas tout à fait. Il a commencé par prendre une option dessus, qu'il a plusieurs fois repoussée, avant de finalement s'y installer
donc des jours avant le meurtre. Allons voir maintenant ce que dit le propriétaire de la maison du 159 rue de la Loi. C'était un homme très bien aimé. Il m'a expliqué venir s'installer à Bruxelles pour créer une ligne maritime interocéanique. Il a dit aussi que sa femme et son enfant étaient toujours en Angleterre et attendraient qu'il ait trouvé un logement pour le rejoindre. Et il m'a payé 200 francs à Rubis-sur-Longue pour obtenir une option sur la maison. Et puis, figurez-vous que toujours grâce aux commissions rogatoires internationales, le juge réussit à établir que c'est à Londres que Vaughan a acheté son arme, chez l'armurier Baker, dont le témoignage est fort intéressant. Il m'a pris un pistolet de salon, qu'il est allé essayer tout de suite dans la cave que nous avons en dessous de notre boutique. Et j'avoue que j'ai été très impressionné parce que aucun de ces tirs n'a manqué le cible. Aucun. Ce monsieur est un très bon tireur. Sacré monsieur Vaughan. D'après les premiers éléments de l'enquête, Henri Vaughan est de retour à Bruxelles 3 jours avant le meurtre. Et il va secouer les puces du marchand de poils. Il veut qu'il installe immédiatement, l'après-midi même. Et d'ailleurs, il embarque son ouvrier sur le champ. Quand il m'a montré la pièce où il voulait que j'installe le poêle, au rez-de-chaussée, elle était vide. Et quand je suis revenu avec le poêle pour le mettre, elle était toute meublée, un peu comme un bureau. Mais tout le reste de la maison était vide. Il a meublé en urgence le rez-de-chaussée, et rien que le rez-de-chaussée, pour donner le change, pour que Guillaume Vernet ne se méfie pas. Bon, c'est gentil tout ça, mais il est où, ce Vaughan? Pendant que les policiers sont à sa recherche, la presse s'en donne à cœur joie. Désormais, elle publie tout ce qui lui tombe sous la main concernant la vie privée de Guillaume Vernet. Toute la Belgique est informée que son mariage battait de l'aile. Et surtout, les journalistes prêtent à Julie un ami, sous-entendu un amant, Armand Pelzer, un veuf qui passait beaucoup de temps chez les Vernet, et en particulier auprès de madame. Et à ce moment-là, apparaissent de drôles d'inscriptions sur les murs d'Anvers. Cherchez Armand, cherchez Léon. Le juge ne se gratte pas la tête très longtemps pour savoir ce que ça veut dire. Parce que depuis l'appel à témoignage, il a reçu des lettres qui en parlent de ça, qui disent que l'amant de madame, Armand Pelzer, a un frère qui s'appelle Léon Pelzer et qui n'est pas un enfant de cœur. Les lettres semblent dire que ce sont eux les assassins. Gisèle, ma chère Gisèle, rappelez-moi la couleur du cheveu que nous avons retrouvé dans la maison sur la scène de crime. Blond, monsieur le juge. Le cheveu était blond. Blond comme Léon Pelzer. Le juge se dit tout cela nous éloigne d'Henri Vaughan qui a revendiqué le crime, ou du moins l'accident. Mais puisqu'il est introuvable, voyons ce que les frères Pelzer ont dans le ventre. Ils commencent par convoquer Armand, l'ami de madame. On me dit, monsieur Pelzer, que vous entretenez une relation avec madame Vernet. Tout cela ne sont que des ragots, monsieur le juge. Donc vous n'avez pas de relation, comment dire, privilégiée avec elle? Si, nous sommes amis, mais rien de plus. Et votre frère Léon, où est-il? Léon, il est en Amérique. En Amérique. Je vous le jure, monsieur le juge. Je peux vous le jurer sur la tête de ma petite fille. Pourvu qu'il ne mente pas. Parce que sinon, sa chère petite fille va se retrouver sans tête. Et c'est pas commode. Pour tenter de le prouver, il montre au juge une lettre effectivement postée aux États-Unis d'Amérique. Le cheveu blond n'est donc pas à lui.
Retour à la piste principale de cette enquête, Henri Vaughan. Quand le procureur du roi a fait publier dans le journal l'appel pour retrouver Vaughan, il a fait publier à côté un fac-similé de ses lettres, au cas où quelqu'un reconnaîtrait l'écriture. Très bonne initiative, parce qu'un pharmacien a reconnu l'écriture. Des policiers s'empressent d'aller le voir. Bonjour, docteur. Je viens vous voir au sujet de la lettre que nous avons fait publier dans le journal. Il semble que vous ayez reconnu l'écriture. Effectivement, je la connais. C'est celle de l'un de mes clients. Henri Vaughan, c'est cela? Ah non, pas du tout. Mon client qui a la même écriture s'appelle Léon Pelzer. Non, d'une pipe. Henri Vaughan, sans doute, n'existe pas. Derrière se cachent les frères Pelzer, Léon et Armand, l'ami amant de Julie Bernet. Sacré rebondissement. Et que de temps perdu à chercher ce Vaughan. Le juge, immédiatement, délivre un mandat d'arrêt international contre Léon Pelzer. Il est en Amérique, ça ne va pas être facile. À moins que son frère Armand ait menti. À moins qu'il ne soit pas en Amérique. Pour lui coller la pression, le juge envoie le frérot en prison. À partir de là, une question se pose, pas longtemps. Quel rôle Julie Bernet a-t-elle pu jouer dans l'assassinat de son mari? A priori, son amant est dans le coup, enfin, son ami. Le juge l'interroge, longuement, et faute d'éléments, il la laisse repartir libre. Elle ne sera pas incriminée. Le 6 mars 1882, 2 mois après le meurtre du pauvre Guillaume Bernet, Léon Pelzer est arrêté en gare de Cologne. Il voyageait sous une fausse identité, et donc il n'était pas en Amérique. On l'emmène en train jusqu'à Bruxelles. À son arrivée, il y a 500 personnes sur le quai de la gare pour le voir et pour l'insulter, salaud, à mort. Et maintenant, voyons ce que ce Léon a dans le ventre. Monsieur Pelzer, êtes-vous Henri Vaughan? Oui, je le reconnais. Je reconnais avoir emprunté cette fausse identité. Et dans quel but? Dans le but d'attirer Guillaume Bernet chez moi, sans qu'il se méfie, car nous nous connaissions, tous les deux. J'avais dans ce but revêtu une perruque, mais elle n'a pas fait longtemps illusion. Quand il est arrivé chez moi, il me l'a arraché tout de suite. Et ça n'est pas vous, donc, qui l'avez tué? Je ne l'ai pas tué. C'est un accident. Quand il m'a ôté la perruque, j'étais pris de panique. J'ai voulu prendre mon arme et le coup est parti tout seul. Et ta sœur, Léon, elle fait des moules et des frites? Et votre frère Armand, alors? Était-il présent au moment du crime? Ça n'est pas un crime, je vous dis, c'est un accident. Et non, il n'était pas présent. Mais nous nous sommes vus le lendemain, à Maastricht. Ça, c'est vrai. Mais il ne savait rien de ce qui s'était passé. Le seul reproche que vous pouvez lui faire est de ne pas m'avoir dénoncé. Autant vous dire que le juge a des doutes là-dessus. Il pense, et vous aussi, et moi aussi, que si Léon Pelzer a tué Guillaume Bernet, c'est pour débarrasser son frère du mari de sa maîtresse. On ne voit pas quel autre mobile il pourrait y avoir. Mais alors, monsieur Pelzer, pour quelle raison avez-vous demandé à maître Bernet de venir chez vous? Si ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour mes affaires. Je voulais créer une ligne de transport maritime entre l'Europe et l'Afrique.
J'avais juste besoin de son expertise d'avocat. Et c'est bien la preuve que mon frère n'est en rien mêlé à tout cela. Ah bon? Alors pourquoi Armand a-t-il lui aussi acheté des armes et des munitions 3 jours avant le meurtre? Le juge vient de l'apprendre. Et pour lui, ça fait d'Armand un complice. Et même peut-être plus si on envisage que c'est lui qui a demandé à son frère de tuer le mari de sa maîtresse. Le juge clôt son dossier le 13 août, 8 mois après l'assassinat de Guillaume Bernet. L'assassinat, j'insiste. Parce que si on retient le scénario de l'enquête, c'était prémédité. Au moment de convoquer la cour d'assises pour juger les 2 frères, le dossier est colossal. Avec les 300 commissions rogatoires internationales, il fait 7000 pages, 1720 pièces. C'est tout à l'honneur de la justice belge. Mais on se demandera quand même jusqu'au bout pourquoi elle a dépensé tant d'énergie pour une histoire de fesses. Parce qu'a priori, ça n'est qu'une histoire de fesses. Le procès s'ouvre en novembre 1882 au palais de justice de Bruxelles. Quand on ouvre les portes de la salle d'audience à 9h30, c'est la cohue pour entrer. Et quand les frères Pelzer entrent dans le box, habillés et gantés comme des astopiques, la salle les accueille par des huées. Et on lit l'acte d'accusation. Il ressort de l'instruction que Léon Pelzer, dont toute la vie démontre qu'il est vil et capable de duperie, est celui qui a commis l'assassinat. Mais il ressort aussi que son frère Armand Pelzer est celui qui a monté la machination et a inventé de toutes pièces le personnage d'Henri Vaughan dans le seul but que Léon l'aide à se débarrasser du mari de sa maîtresse. Ils sont mal barrés, tous les 2. Les preuves recueillies par l'instruction sont accablantes pour les 2. Nous avons trouvé trace de télégrammes que les 2 frères se sont adressés dans toute l'Europe dans les jours qui précèdent le crime. Des télégrammes en langage codé qui ne laissent pas de doute sur leurs intentions. À côté de ça, il s'agit de savoir si oui ou non Armand Pelzer était bien l'ami, ou plutôt l'amant de Julie Bernet. En clair, s'ils couchaient ensemble, ou s'ils étaient juste amis, comme le dit Armand. Le témoignage des employés de maison ne laisse aucun doute. Dès que M. Bernet s'en allait se coucher, M. Pelzer et Madame allaient dans une chambre. M. Pelzer était censé coucher dans une chambre à part, mais le lendemain matin, dans cette chambre, les draps n'étaient pas froissés. Et M. Bernet, à votre sens, était-il au courant? Je vois pas comment il pouvait pas l'être, monsieur le juge. Dans le cadre du procès, un déplacement est organisé dans la maison du crime au 159 rue de la Loi. Léon Pelzer accepte de rejouer l'enchaînement des faits, mais selon sa version, celle d'un malheureux accident. Quant à Armand, je ne la connais pas, moi, cette maison. Je n'y suis jamais venu. Je la découvre pour la première fois. Manifestement, l'avocat général, au moment de son réquisitoire, n'en croit pas un mot. Il demande la mort pour les 2. Quant aux avocats de la défense, ils trouvent de bien piètres arguments pour défendre leurs clients. Toute une époque. Nous rappellerons ici que M. Bernet était israélite et que, comme tous les Israélites, il était un pro-gain et ne s'intéressait qu'à l'argent. Il ne s'est pas jeté dans cette affaire par hasard. Celle-là, elle est bien bonne.
Au bout d'un mois de procès, le jugement va être rendu. Une foule immense est massée devant le tribunal. Les délibérations durent 1 h10 et le verdict tombe. La Cour condamne messieurs Léon et Armand Pelzer à la peine de mort. Il fallait s'y attendre. Sauf qu'en 1882, le roi des Belges Léopold II est strictement opposé à la peine de mort. Et donc les deux peines sont immédiatement commuées en réclusion criminelle à perpétuité. Doivent-ils s'en réjouir? Pas sûr. Les deux frères vont purger leur peine à la prison de Louvain où les conditions de détention sont effroyables. Quand les détenus se déplacent, par exemple, ils doivent porter une cagoule. Aucun prisonnier ne doit jamais rencontrer un autre, jamais. Et les promenades ont lieu sous de minuscules préaux individuels. 3 ans plus tard, Armand Pelzer meurt en prison de tuberculose pulmonaire. Son frère, lui, survit. Il obtient une libération conditionnelle en 1911, après 29 années passées derrière les barreaux. À 2 conditions. Qu'il change de nom, et ça l'arrange, et qu'il quitte la Belgique à tout jamais. Armand choisit de s'appeler Armand Pétreil, et il va s'installer en Angleterre. Mais finalement, il ne supporte pas Londres et embarque pour Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka. Et puis, il finit par regagner l'Europe en cachette, en 1911, d'abord la France, et puis la Belgique, et on retrouve son corps flottant dans la mer du Nord en 1922. Il s'est probablement suicidé. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà pour cette histoire qui a fait grand bruit en Belgique à la fin du 19e siècle. Alors je dois vous dire que j'ai cherché en vain un spécialiste belge de cette histoire, je n'en ai pas trouvé, et je me suis tourné vers vous, maître Pierre Chaumet, du barreau de Bruxelles, pour un avis non pas d'expert sur cette affaire, mais un avis d'avocat belge. D'abord, est-ce que vous la connaissiez, vous, cette histoire ? Eh bien non, grâce à vous, j'ai découvert une histoire fascinante. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Et il y a quelque chose qui m'a frappé plus que tout, c'est la qualité de l'instruction. C'est presque un cas d'école pour nos magistrats modernes. Arriver à faire un procès cohérent en 9 mois, 7000 pages, plus de 150, 170 témoins, c'est extraordinaire. On ne fait plus ce travail-là maintenant. C'est-à-dire que sur le plan des investigations, c'est supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui, et de la rapidité. Oui, donc d'abord, maintenant, malheureusement, même si c'est très utile, on se contente des preuves scientifiques, donc l'ADN, les empreintes, les écoutes téléphoniques, des choses comme ça, mais on fait plus d'enquête de terrain. Et c'est manifestement source d'erreurs judiciaires. Les policiers ne se déplacent plus, ils demandent des relevés téléphoniques, ils font des écoutes et ils ne vont plus interroger des gens qui pourraient avoir beaucoup de choses à dire. Et alors un autre aspect qui est très choquant aussi, c'est qu'actuellement les fameuses quasiment centaines de commissions rogatoires à travers le monde, actuellement chaque commission rogatoire doit être budgétisée et si le ministère de la Justice n'a pas assez de sous, eh bien tant pis pour la vérité, tant pis pour les accusés. Et là il en fait 300, à l'époque du télégraphe. Oui, c'est extraordinaire. Juste d'ailleurs pour démontrer que les Lascar faisaient en permanence le tour d'Europe et le tour du monde. Ça n'a pas d'autres conséquences sur son enquête. Oui, sauf qu'on ne les localise pas à l'endroit où aurait dû se trouver le pseudo-tueur. Ah oui. Moi, il y a aussi autre chose dans cette histoire qui m'a bien intéressé, c'est le fond d'antisémitisme qu'il y a derrière. Est-ce que ça vous dit quelque chose en connaisseur de l'histoire relativement contemporaine de la Belgique ? Oui, de manière moins emblématique que notamment l'affaire Dreyfus en France. Il faut savoir ici qu'on avait 2 écrivains très connus en Belgique qui s'appelaient Verhaeren et Camille Lemonnier,
qui eux ont protesté par rapport, je dirais, au cri de la foule et la demande de mise à mort que les différents spectateurs venaient réclamer lors du procès. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a existé, mais la Belgique a été moins marquée par ce genre d'incident que votre pays. Parce que tout l'intérêt de la presse tient au fait qu'il se soit converti en catholique, alors que fondamentalement, il est israélite. Bon, après, il y a une coucherie, il y a tous les éléments qui font une bonne histoire, mais au départ, c'est ça qui les attire. Oui, c'est sûr que tout à coup, ils se focalisent sur quelque chose qui peut intéresser l'opinion publique, qui peut surchauffer l'opinion publique, et ils ont réussi à trouver leur créneau. Alors, il y a aussi la plaidoirie dans ce cadre de l'avocat de la défense, qui quand même ne trouve rien de mieux à dire qu'au fond, il était juif, il s'intéressait à l'argent, et c'est pour ça qu'il s'est jeté dans la gueule du loup, sous-entendu bien fait pour lui. C'est pas brillant, ça, comme plaidoirie. Non, c'est pas brillant. Il faut d'ailleurs savoir que les avocats de la défense, il y en a un qui s'appelle le jeune, et c'est un mot qu'on utilise encore tout le temps en matière judiciaire parce que c'est le père de la libération conditionnelle. Donc c'est grâce à sa réforme en tant que député ou ministre plus tard que Armand a pu obtenir sa libération après 29 ans de détention. Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est la fascination totale de la presse de l'époque pour les affaires criminelles. Ça revient aussi bien en France que là en Belgique. C'est-à-dire que on croit aujourd'hui que la presse fait ses choux gras des affaires criminelles. En vérité, au XIXe siècle, c'était plus. C'était pire. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle tordait des histoires à volonté juste pour vendre du papier, quoi. Oui, et il faut dire que j'ai plus connu ça au début de ma carrière, donc il y a plus de 40 ans, je suis encore très loin de la période du crime dont on parle. Il y a des gens qui viennent systématiquement à tous les procès criminels, qui s'installent dans la salle, qui d'ailleurs essayent de convaincre les avocats de leur thèse personnelle. Donc on va au spectacle, comme on irait au théâtre, au cinéma. Il y a la question aussi de la peine de mort. Donc, moi je me suis rencardé un peu. À cette époque-là, c'est le roi Léopold II qui est au pouvoir. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il est totalement opposé, lui, à la peine de mort. Alors, il faut savoir que Léopold II était un personnage très particulier puisqu'il a eu la caractéristique d'être propriétaire en nom personnel du Congo belge. C'était quelqu'un qui avait une vie assez agitée. Je me souviens d'une maison que mes parents avaient achetée et qui appartenait à une danseuse d'opéra chez qui il venait régulièrement, donc ça fait penser un peu à notre affaire. Oui. Et c'est effectivement quelqu'un qui avait une fibre humaniste qui a évité qu'il y ait une peine de mort qui soit exécutée. Donc en Belgique, de 1865, date de l'arrivée au trône de Léopold II, jusqu'en donc 1879, qui n'est pas la fin de son règne, mais qui est le moment où il doit renoncer, il n'y a pas d'exécution, aucune. Alors que sous Léopold I, il y en a eu plus de 300, je crois. C'est vraiment un choix politique du roi des Belges. On n'exécute pas les condamnés à mort. Non, on n'exécute pas les condamnés à mort, mais paradoxalement, dans sa colonie personnelle, on coupe des mains aux voleurs et on tue plus que nécessaire. Il faut savoir que la Belgique a eu un événement qui a fait d'ailleurs l'objet d'un film, c'est qu'on a voulu exécuter un peu plus tard, pendant la guerre 14-18, et on a dû emprunter à la France une guillotine qui est passée à travers les tranchées pour venir procéder au tranchage de tête d'un accusé condamné à mort. J'ai d'ailleurs personnellement le souvenir, je dirais à la fin des années 80, je dirais 88, d'avoir assisté à un procès où on a formellement condamné les coupables à mort. Sachant que tout le monde me l'a dit sur le moment, moi j'avoue que j'étais très choqué. Et on m'a dit, mais non, c'est pas grave, ça n'est jamais exécuté en Belgique. Donc il y a eu un entre-deux quand même qui a duré un certain temps en Belgique. Alors, il faut savoir que jusque dans les années 30, on a exécuté, mais très peu. Après, on n'a plus exécuté, sauf les collabos après la guerre, quand c'était des condamnations des juridictions militaires. C'est les dernières peines de mort, donc vers 46. Mais on a gardé dans notre code pénal
la peine de mort. Ce qui nous a posé un problème au niveau des normes européennes, puisque la Convention européenne des droits de l'homme interdit la peine de mort, et ce qui nous posait un problème aussi pour extrader des gens, ou que des gens soient extradés vers la Belgique, parce que des pays qui n'avaient pas de peine de mort ne voulaient pas nous envoyer des accusés potentiels parce qu'on avait peur qu'elles soient exécutées. Donc on a dû se mettre en conformité, mais dans la réalité, ça fait après 50 ans qu'à part la période de guerre, plus personne n'avait été exécuté. L'abolition formelle et définitive date de 1996. C'est récent. Oui, c'est très très récent, c'est clair que c'est très récent. Et maintenant, d'ailleurs, on agit dans l'autre sens, puisque dans les dossiers terroristes, on a eu plusieurs demandes des États-Unis et on a dû négocier en disant nous n'avons plus de peine de mort dans notre code pénal, donc maintenant, si vous les recevez et vous les jugez aux États-Unis, on vous interdit de prononcer une peine de mort. Merci Maître Chaumet du barreau de Bruxelles d'avoir accepté ce débrief de cette histoire que vous ne connaissiez pas, mais que je suis extrêmement fier de vous avoir fait découvrir. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.